Jean-Pierre aussi. Juste... Jean-Pierre à gauche. Oui, merci Pascal. En France, d'ores et déjà, il est prévu que les patients co-infectés puissent être traités de leur hépatite C, quel que soit le stade de fibrose. Donc, est-ce qu'on a une idée à peu près du niveau d'accès aux soins, du nombre de patients qui ont déjà été traités et de ceux qui restent encore à traiter parmi les co-infectés? Alors moi j'avais j'ai posé la question au Corévi, puisque la plupart des patients co-infectés sont gérés par les équipes d'infectiologie et les hépatologues n'ont pas toujours connaissance de la file active de patients co-infectés. L'histoire en France fait qu'on adressait à l'hépatologue qu'au moment de la prise de décision. Donc toute la préparation avant se faisait avec l'infectiologue et on déclenchait la consultation quand on était prêt à se traiter. Donc les hépatologues n'ont pas ces chiffres-là. Ils peuvent vous dire j'ai traité autant de patients. Dans la Champagne-Ardenne et le Corévi dont je dépends, on est aujourd'hui à 20% des patients co-infectés qui ont accédé au traitement ancienne formule ou nouvelle formule. Ça veut dire qu'on avait historiquement peur parce qu'effectivement l'interféron c'était pas facile, etc. Et on a fait peur aux patients. Moi je me souviens de l'époque où le patient avait le libre choix, mais quand vous lui disiez va falloir faire des injections, c'est pas simple, tu vas être malade comme un chien, tu vas maigrir, tu vas perdre tes cheveux, etc. Alors tu veux ou tu veux pas? Le patient disait non, c'est bon, je veux pas. C'est-à-dire, quand on avait envie que les patients nous disent non, on savait très bien ce qu'il fallait leur dire pour qu'ils nous disent non. Donc on n'a pas été proactif à présenter le traitement de l'hépatite C. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à communiquer complètement différemment, et ça, il faut aller à la rencontre des infectiologues pour arriver à travailler cette représentation et à faire changer la représentation des médecins et des usagers. Mais je pense qu'on a aujourd'hui, le pic, il est encore devant nous. Au moins 2/3 des patients, j'aurais envie de dire, 2/3 des patients en France ne sont pas encore traités et n'ont pas encore éradiqué. Et c'est maintenant, c'est pas dans 2-3 ans, c'est maintenant, c'est avant fin 2016 qu'il faut le faire. Je suis membre du réseau hépatite C de Bruxelles et on avait fait une étude il y a quelques années sur l'adhésion au traitement avec une anthropologue. Et en fait, il y avait 3 phases. Une phase dans laquelle le patient apprenait l'infection et dans laquelle il était assez réfractaire. La deuxième phase où il était malade du fait de savoir qu'il était hépatite C, mais il ne réagissait pas. Et la troisième phase où il était très proactif. Et je pense que le délai dans lequel on veut raccourcir, qui est évidemment plus simple maintenant, mais il faut quand même tenir compte de cette prise de conscience et puis de l'aspect, dans le cas de la toxicomanie, de l'accessibilité du soin. Si c'est pour commencer un soin aussi cher sans qu'on soit sûr qu'il le fasse, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ce que vous disiez, ça nous amène à voir entre le problème individuel et le problème épidémiologique d'une cohorte de patients. On a eu les mêmes débats, souvenez-vous, dans les années 80 sur est-ce qu'on doit traiter les usagers de drogue de leur VIH. Et à l'époque, voilà, nos collègues de Marseille, c'était Manif 2000, nous avaient dit quand il faudrait une trithérapie, on leur donne une bithérapie en disant c'est déjà bien, ils ont une bithérapie. Et je pense qu'on est aujourd'hui dans les mêmes questions face à cette communauté. Ça va être quoi le traitement et quelle place? Et je pense que c'est quelque chose qu'on réclame à SOS en tant que militant, c'est quelle est la place pour le refus? Où est-ce que le patient a le droit de dire stop, là je suis pas prêt, ok vous pouvez me traiter, tout est prêt, voilà. Mais moi j'ai besoin de réfléchir et j'ai besoin de me poser des questions. Et je pense que tous les co-infectés qui sont là, ils doivent prendre leur chance de guérir, mais il y a un énorme travail psychologique à préparer et je pense que ça doit remettre en avant les consultations multidisciplinaires au niveau des travailleurs sociaux et des psychologues ou des psychiatres. Oui, Laure Berthelot, je travaille sur Strasbourg dans une unité d'addictologie.
Je pense que ça vaut la peine, justement, sur des patients, même qu'on pense pas stabiliser des fois, parce que le fait de rentrer dans un programme de soins et dans un traitement pour l'hépatite C, je trouve motive aussi parfois sur la réduction des consommations, etc., et que ça peut être un levier très intéressant pour les patients à ce moment-là. C'est prendre soin de leur santé, mais globalement. Alors merci, parce que ça me permet de faire de la pub pour l'atelier qu'on va animer cet après-midi. L'accès aux soins peut être un facteur de prévention et de réduction des risques à part entière. Et vous imaginez pas le nombre de patients qui, quand ils reçoivent, cette semaine, j'ai encore revu un patient qui m'a dit « J'ai reçu le décompte de la sécurité sociale, je coûte 25 000 € par mois. » Eh bien, je dis « Bah ouais, tu les vaux bien. » Mais il me dit « Mais t'imagines la quantité de cam que ça ferait, ça ?» avec un grand sourire. Le présente pas comme ça à tout le monde. Il y a plein de gens qui vont hurler si tu présentes les choses comme ça. Mais c'est un patient qui est dans un programme méthadone qui va bien et qui se dit enfin, je sais ce que je vaux. Je vaux, et voilà, ça lui a redonné une estime de soi simplement en recevant son décompte de sécurité sociale. Et je trouve que ça, effectivement, il faut qu'on le retravaille. L'accès aux soins est un facteur de prévention. As I mentioned in my presentation, that people who use drugs or misuse drugs or utilize services at harm reduction programs need to be dealt with on an individual basis, tailored counseling based upon their risk behaviors and what they disclose. Hopefully the environment is a safe environment where they feel comfortable discussing their risk behaviors, but more importantly that there are interventions, counseling interventions offered to provide education about what they are doing is a risk behavior and how to minimize these risk behaviors. Also what we found throughout Europe is that there is a large group of people who know they have hepatitis that want to be cured, that are banging on the door. I want to be cured. I want to I want to live. And policies are preventing them to get access to that new life. So if anybody here, whether you're a drug user or not, we're told that you have a deadly disease and I have a pill that's going to cure you, but you can't get it until you stop smoking or you go on a diet and lose 10 kilos, that would be kind of ridiculous. So we need to think about this very pragmatically. The more people that are treated, the less infections that are going to perpetuate. Treatment as prevention, as I think was mentioned earlier. Thank you. Any more questions? No? Well, I think we'll wrap it up. Thanks for the panel for the wonderful talks. Thank you.